Merci. Je vais attaquer par la corruption. Je vais vous étonner. Il y a la corruption, je dirais négative, et la corruption positive. Je vous donne un exemple. Vous prenez un container avec vos achats que vous venez de faire en Chine, d'un produit X que vous voulez vendre en Afrique, c'est 70% des cas des commerçants africains actuellement. Vous arrivez à la douane, la plupart des pays africains, en parenthèse, le transport est beaucoup plus cher, 4 à 5 fois. Le même transport maritime venant en Europe ou aux États-Unis ou en allant en Afrique. 1 à 4. Vous voyez déjà ce que vous perdez en termes d'épargne. Donc vous arrivez au port. Au port, une fois sur deux, le port est maîtrisé généralement par une société qui n'est pas africaine. Que ce soit les containers, soit le déchargement, etc. Essentiellement française, de plus en plus chinoise. Les dirigeants de ce pays sont souvent actionnaires de ces sociétés dans les activités du port. Et donc se rémunèrent là-dessus. Donc par définition, ont un gros problème de transparence. L'information que vous allez obtenir, qui va sortir de ce port, souvent ne correspond pas à la réalité. Et c'est ça qui fait généralement le budget d'un État. L'information que vous allez recevoir quand vous allez ouvrir votre conteneur, et que sur un véhicule neuf, il vous manque le pare-brise, le pare-choc, etc., alors que sur papier c'est marqué véhicule neuf que personne n'a touché, pose problème. Vous n'avez plus de preuves. D'ailleurs, la plupart des sociétés d'assurance refusent de vous assurer. Carrément, au Nigeria, ils vont même plus. Vous êtes dans une zone franche, comme il en existe de plus en plus aujourd'hui, qui sont plutôt des points francs d'ailleurs, où c'est encore plus non transparent. C'est-à-dire que vous dépendez carrément du chef de la structure. Je vous explique ça parce que je vous donne les étapes. Hein. On parlait de chaîne de valeur tout à l'heure. Et maintenant, on vous informe que vous pouvez sortir votre container à un prix X, qui n'est généralement pas celui que vous avez prévu, ni celui qu'on vous a indiqué, ni celui que vous avez calculé pour faire votre marge. Vous vous apercevez, vous perdez déjà votre marge, et le prix est valable par jour, c'est-à-dire le coût est valable par jour. Donc, plus vous allez tarder à sortir votre container, plus ce coût va augmenter, vous allez même perdre toute votre marchandise. Donc, vous passez par des amis si vous en avez, ceux qui trouvent, tant mieux, et le container va sortir. Mais vous voyez maintenant, vous avez 2-3 personnes que vous allez payer. Votre ami qui va sortir le container parce qu'il connaît quelqu'un du port. Le chargé de la sécurité, généralement des agents militaires qui dépendent, eux, de leur propre structure militaire ou dite de sécurité, qui n'ont souvent rien à voir en tant que tel avec le port, mais sans eux, votre container ne sortira pas indemne, en coûte de l'argent. Et bien sûr, les agents du port. Tout ça, c'est des coûts. Ceux qui sont visibles, agents du port, vous pouvez les arranger, les gérer. Les militaires, vous les gérez généralement pas. C'est du cash, vous sortez. Donc, calculez bien ces coûts-là. Donc, je dis, moi, je conseille aux gens, vous les incluez, vous les officialisez dans votre plan d'affaires, et c'est ce que j'appelle la corruption positive. Vous voulez vous y opposer, vous perdez la marchandise, vous perdez vos conteneurs, vous perdez votre argent. Et ça va très vite. Alors, je n'encourage certainement pas à faire cela. Je vous demande d'en prendre conscience, parce que c'est beaucoup plus important en pourcentage que vous croyez. D'où le réseautage. Si vous êtes accompagné par des institutions, par des GICAM, par des structures sérieuses, ça se passe beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Si vous n'êtes pas accompagné, non. Il y a des réseaux qui sont sur place qui vous voient venir. Vous êtes donc un concurrent. Ils vont faire du dumping commercial. La voiture que vous voulez revendre sur le marché, ils en ont déjà 3 en stock, ils le font noir avec un discount, et vous ne passez pas. Donc ça vous reste sur le dos. Votre crédit, vous ne le remboursez pas. Vous êtes hors circuit. Donc vous voyez bien comment la corruption s'organise en fait, au niveau pas. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc cette corruption positive ou bien qui permet de faire avancer, il faut la prendre en compte. Elle ne peut être que temporaire, bien sûr, parce que tout système est appelé à être transparent. Et donc, on revient à ce qu'il dit, il faut être clair. La deuxième, celle qui est négative. Celle qui est négative, c'est que là, je reviens encore dessus, vous avez des réseaux de structures, de gens qui sont là et qui s'accaparent les biens des autres. Y compris, et plus particulièrement de la diaspora, qui en fait arrive naïf sur le terrain parce qu'il n'est pas accompagné. Parce que cette diaspora n'est pas accompagnée. Il faut donc l'éviter. Alors comment lutter contre ça maintenant? La peau de miel, c'est difficile. C'est bien sucré, mais ça passe pas. Donc en fait, c'est culturel, je l'ai dit tout au début, en parlant de ce triangle avec un cerveau qui partait en confiture, c'est la responsabilité sociale.
de l'individu et de l'entreprise. De l'individu, parce que si vous partez du principe que vous pouvez organiser votre structure sur du vol, écoutez, Al Capone l'a fait avant, ou Sicile. Maintenant, si vous le faites de manière individuelle, c'est ce que je viens de dire, ou entreprise, c'est encore pire. Parce que là, c'est l'évasion fiscale, c'est les taxes, vous n'êtes donc pas crédible. Vous avez des copains, vous avez des amis, vous n'êtes pas crédible. Donc si le gouvernement saute, vous sautez avec. On a eu le cas au Togo, je ne dirais pas son nom, franco-espagnol, qui détenait le port, détenait les containers, détenait des charpents. Il y a eu un changement de gouvernement. L'ancien dictateur père, remplacé par son fils, le fils était l'ami de Bolloré, puisqu'on n'a qu'à dire les noms. Du jour au lendemain, il y a une décision de tribunal que le type n'a pas payé ses impôts, on a mis Bolloré à sa place. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand ce gouvernement change? Qu'est-ce qui arrive aux intérêts d'un type qui a investi là-bas dans ça? Surtout que c'est un port où on va investir en eau profonde, donc c'est des gros investissements. Donc oui, j'essaie de vous montrer que c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire cette histoire de corruption. Sur l'Autriche, vous n'allez peut-être pas y penser, c'est un grand pays de corruption. Sauf que il y a des gouvernements qui sont des coalitions, gauche-droite. Et donc chacun a intérêt à rester au pouvoir. Donc chacun a intérêt à fermer les yeux sur les corruptions qui se font. Comment ils ont résolu le problème? Vous réinvestissez dans tout. Les grandes autoroutes, les grands ponts, les grands ceci, les grands projets d'investissement. Ah oui, écoutez, on vous a vu, etc. Mais finalement, vous l'avez réinvesti. Donc, dans le bénéfice qui sort, vous récupérez un peu votre dette, vous la payez dans un petit truc qu'on fait au tribunal, et finalement, on s'en sort pas trop. Mais c'est resté dans le prix. Vous voyez, donc, le premier principe, c'est d'investir sur place. D'abord, ça donne confiance aux investisseurs étrangers et locaux, que vous faites confiance au pays. Si Mobutu est parti aujourd'hui, parce qu'il n'a jamais investi au Congo. C'est le fond du problème. J'ai eu à rencontrer sa femme, Mme Mobutu, elle a toujours refusé. Et tout son argent placé en Suisse et en Autriche, vous ne savez pas. Et à Hong Kong, ça a disparu, ils ont oublié le numéro de compte. C'est vite fait. Après, ça a profité aux Autrichiens, ils sont très riches, ou d'autres. Responsabilité sociale de l'individu et de l'entreprise. Et troisième chose qui est liée à cette responsabilité sociale de l'entreprise, il ne faut pas non plus en faire de la surface. Il y a des gens très sérieux sur ce dossier, et des gens qui font de la marge. Ah, je ne veux pas citer les noms ici, mais il y a des gens qui y vont pour la forme. Et ça, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on a mis un hôpital qu'on va exploiter toutes les mines d'Afrique du Sud aujourd'hui. Et s'il y a des problèmes de mines en Afrique du Sud, c'est que Zuma, il a mis ses amis à lui dans l'ANC, qui sont actionnaires de ces mines, et qui ont demandé de tirer sur les ouvriers. Donc le syndicat n'est pas d'accord. Donc vous voyez les résultats, ça se passe mal. Aujourd'hui, le rapport de France en faveur du gouvernement, demain c'est moins évident. Et si le pays est démocratique, très vite, on saute. Un dernier point là-dessus, c'est quand même lié à la démocratie, quelque part. En Afrique du Sud, pour revenir sur ce dernier point, c'est le pays où vous pouvez justement porter plainte, soit contre les parlementaires, les politiques, les entreprises, pour des faits de corruption. Il y a même un titre qui est parlementaire chargé de cela, l'éthique. L'éthique au sens noble du terme. Vous déposez votre plainte, il fait une enquête, si jamais il vous donne raison, il vient et le ministre, jusqu'au ministre. Et ce n'est pas des choses, il y a eu des cas tout récents. Sauf que, voilà, on le fait en Afrique du Sud, aujourd'hui on ne le fait pas dans la plupart des pays francophones. J'arrêterai là sur le côté corruption parce que c'est quand même un dossier très large. Pour compléter, les Anglais ont voté un acte contre la corruption. Et si vous êtes reconnu coupable d'actes de corruption n'importe où dans le monde, vous êtes condamné en Angleterre jusqu'à 10 ans de prison. Et les Anglais ne rigolent pas avec ça, et il y a des cas et ça s'applique. Là-dessus, dit les Américains. Actuellement, on est en train de condamner la plupart des grandes banques américaines, Goldman Sachs, etc., pour avoir en fait introduit dans la structuration d'un produit financier tout ce qui est toxique. Et avoir fait croire aux gens qu'on pouvait emprunter sans qu'on ait de l'argent et sans surtout qu'on puisse rembourser. Et ils payent des sacrées sommes. Quand j'ai calculé, ça fait 10% de la somme qu'ils ont fait. Mais 1000 milliards qui ont été perdus dans la crise financière 2007-2008, ils en perdent à peu près 10-12% actuellement. Mais bon, c'est déjà ça, d'autres pays le font. Sur la fiscalité, GICAM, moi je ne peux que me réjouir. Une structure patronale, j'ai pris conscience de tout cela. Mais je connais quand même bien le Cameroun pour dire aussi que GICAM, avec le tout, représente plutôt les grandes entreprises. Et donc il y a encore les PME, et aussi les secteurs informels. Et sincèrement, je vous inviterai à prendre attache avec le secteur du bois, je connais encore plus particulièrement, dans lequel, sur la fiscalité, ça ne va pas. Je n'irai pas plus loin que ça, ça ne va vraiment pas. À tel point qu'on fait stopper des projets.
financés par les bailleurs de fonds internationaux. Pour ne pas justement mettre en valeur cette histoire que sur la fiscalité, il y a des agents du ministère des Finances qui tirent leur marron du jeu d'une manière totalement illégale. Mais bon, ça c'est un travail spécifique. Les asymétries d'information ou de formation, ça a toujours existé, l'asymétrie dans le domaine de l'accès à l'information. Sauf qu'il faut quand même faire son devoir, il faut quand même travailler un peu. On ne s'assoit pas que l'information vient à soi. L'information, ça se produit. Donc si je veux produire une information qui est biaisée, je veux produire une information biaisée pour vous mettre dedans. Donc vous devez organiser votre structuration de votre propre information et vous la mettez en comparaison. C'est le benchmarking américain. Vous le mettez en comparaison et vous acceptez ou pas ce que vous dit une structure qui donne l'information ou pas, chambre de commerce, etc. Ou vous la mettez en cause et vous changez. Mais si vous attendez qu'on vous produise l'information sur laquelle vous allez travailler, vous faites des erreurs. Le FMI prend mon état international. On ne peut pas mettre en doute en termes de compétences. Dit elle-même tous les 6 mois, elle modifie les prévisions économiques, etc. qu'elle fait. Et attention, c'est que ces chiffres qu'elle donne sont à la base des calculs des budgets des États. Donc imaginez quand il y a des erreurs de 1, 2, 3 points, d'ailleurs j'ai expliqué dans mon analyse, ça pose un problème de fond. Quand vous êtes pétrolier, ça va très bien, vous êtes un petit pays de coton, ça vous fout tout votre budget en l'air, avec toutes les structures sociales derrière, en termes d'investissement, qui sautent. Donc vous devez produire vous-même. D'ailleurs, l'Union africaine est en train de s'organiser là-dessus, sauf que, voilà encore, c'était la bureaucratie et non pas des techniciens de l'information qui ont pris en charge cela. Donc, elle risque de continuer. C'est à vous de prendre l'initiative. Maintenant, faites attention, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Chambre de commerce, chambre d'industrie, les agences de promotion d'investissement, que ce soit national, que ce soit des organisations régionales, CTAO ou bien UMOA au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ou plus loin, comme ESA, etc., pour l'Afrique centrale ou l'Afrique australe, et plus loin, les organisations internationales. Mais encore une fois, je vous garantis, faites attention, parce que les chiffres qu'ils vont vous fournir sont quelque part, ils ne sont pas désintéressés. Je ne veux pas citer une grande organisation internationale qui vient d'aller dans un pays où une dictature féroce fonctionne aujourd'hui, parce qu'il est brésilien, parce qu'il va ouvrir la porte à tous les investisseurs brésiliens dans ce pays. Pourtant, il y a une organisation internationale prétendument être neutre. Donc faites attention à ça, au type d'information qu'il va vous fournir sur ce dossier. Alors la monnaie, je ne peux pas vous dire, je suis spécialiste de monnaie. Je suis membre des économistes de l'Union africaine. Je vous inviterai il y a 4 volumes qu'on a fait. Tous les économistes de l'économie africaine, il y en a plus de 200. 4 volumes que vous devez trouver sur le site de l'Union africaine, où on a traité ce sujet. On a même fait des recommandations. Alors pour l'instant, je peux vous le dire, c'est une monnaie commune, non pas unique, commune, par sous-région, je l'ai dit tout à l'heure. On refuse les modifications de date, parce que ça a été modifié 4 ou 5 fois déjà, pour le Conseil de l'Afrique de l'Ouest, et par étapes. L'État qui vient de le dire, il faut une convergence. Je ne peux pas, moi, Nigérien, avoir de l'argent et accepter que le Bénin voisin, il est tout le temps déficitaire. Il se débrouille. Autrement dit, je suis Madame Merkel Allemagne, je ne peux pas accepter que le Grec paye que 13% d'impôts, et quand il est dans la banane, il me demande, moi, Allemand ou Français d'ailleurs, de payer à sa place. Ça ne marche pas. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est la même chose pour les Africains. Il faut être sérieux, et donc avoir une convergence monétaire, que ce soit sur la dette, que ce soit sur tous les trucs que vous trouvez, les réserves, etc. Donc, la deuxième chose, il y a un problème de fond, d'explication économique que je pense les chefs d'État font en erreur actuellement en Afrique. Quel est le pays avec lequel l'Afrique commerce le plus aujourd'hui? Avant, c'était l'Union européenne, en gros l'Europe. Ça a complètement changé. C'est la Chine. En tout cas, les Asiatiques. Donc, la monnaie qu'on va utiliser d'échange, l'équivalent général, ne peut plus être l'euro ni le dollar. Surtout pas le dollar, puisque c'est à Chicago qu'on définit les prix des matières premières. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec le dollar. S'ils décident de le changer, vous changez. La ville de Détroit a décidé du jour au lendemain, je suis banqueroute. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Alors, les gens ont peur que Obama décide la même chose. Et donc, il était sur le point d'y penser. Et c'est pas fini, le débat continue. Sauf que lui, c'est le système international, le dollar. Deuxième chose, si vous commercez plus avec un pays comme la Chine, vous pouvez aussi ne pas payer. Vous pouvez faire des compensations. Je vous donne un bœuf, et vous me donnez une plume. Tout dépend de la valeur que je donne à la plume. Tout dépend de la valeur que je donne au bœuf. Attention, si la plume me permet de paradis où vous allez en enfer, faites attention. Donc, on revient à la notion économique de la qualité du produit. C'est à vous de le juger. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Tout a été fondamentalement écrit. Il n'y a pas de décision. Alors, sur le franc CFA, un dernier point, vous l'avez dit aussi, le franc CFA, sincèrement, ce n'est plus la France aujourd'hui. C'est nos chefs d'État. C'est la Banque centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. En tout cas, les décideurs qui y participent, qui ne veulent pas bouger. Savez-vous que la plupart des ministres des Finances africains, francophones,
sont passés ou vont passer ou ont passé par la Banque centrale ou au FMI. Donc, ils sont déjà formatés pour rester, pas pour sortir. En 1963, quand on a lancé la Banque africaine de développement au niveau de l'Union africaine, il y avait 3 autres institutions qui étaient proposées. Le Fonds monétaire africain, qui est un fonds, c'est-à-dire que quand il est endetté, au lieu d'aller au Fonds monétaire, on le massacre au niveau des... Il vient me voir, moi, parce que je suis voisin, je comprends mieux son problème, et on s'arrange entre nous. Fonds monétaire africain. Banque centrale africaine. C'est là qu'il y a une compréhension au niveau des banques centrales et on maîtrise l'inflation. Ça a été prévu. Banque de l'investissement en Afrique, ou banque industrielle, sur le mot qu'on peut donner, les 3 ont été prévus. Ce n'est que récemment, sous Kadhafi d'ailleurs, quand il était au présidence, il a lancé ces 3. Il voulait même les financer. Les chefs d'État ont dit non. Pour le financement, c'était moi l'expert pour le Fonds monétaire africain, je peux vous le dire. On a réuni tous les gouverneurs des banques centrales, ils ont dit quoi? Non. Non. Voilà les crises qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils font pour chacun dans son camp? Donc il n'y a pas l'unité dont on parlait tout à l'heure. Ils y sont encore. Et malheureusement, ils véhiculent l'histoire que ce n'est que le problème de la France. C'est vrai que la France est au conseil d'administration de la zone franc. Et qu'elle a 2 voix. Il y a même un droit de veto. Mais elle n'est pas seule. Dernier point, c'est que tous ces gens-là, il y a un aller-retour malsain à rentrer dans la Banque centrale pour devenir demain ministre des Finances ou une poste politique importante, généralement secrétariat à la présidence des États. Et de là-bas, on saute au niveau sous-régional ou international. Pourquoi? C'est là qu'on contrôle, en fait, le passage de l'argent. Tous nos ministres, au bout de mai, juin, juillet, ils n'ont plus de budget. Et quand on refait le collectif budgétaire, il faut qu'ils se mettent à genoux devant le président pour obtenir ou pas. Vous êtes l'ami du président, vous obtenez votre argent pour les 6 derniers mois. Sinon, vous n'obtenez rien. Donc, vous allez échouer dans votre rôle de ministère, on vous dégage. Donc, mettez tout ça en cause quand vous parlez des autres francs, parce que c'est beaucoup plus profond. Je n'ai même pas parlé encore des douaniers, des choses comme ça. Et le dernier point là-dessus, c'est que si on modifie cela, comme vous le voulez assez rapidement, sachez qu'il y a un gros problème avec les Français. Parce que la France investit relativement facilement dans la plupart de ses autres francs. Et ça va modifier ce rapport, tout simplement, dans lequel beaucoup de dirigeants africains, des élites dirigeants, sont actionnaires. Et donc, ne s'intéressent pas. Nous sommes au côté technique de la chose, et pas le côté, disons, de la rentabilité. Alors, tout dernier point là-dessus, si on cherche la convergence, et qu'on peut faire l'effort d'aller ensemble, ça peut être au niveau sous-régional, donc des pays qui ont à peu près la même physionomie, le même sérieux, ce que j'appelle la discipline monétaire, et à peu près les mêmes clients. Et à ce moment-là, il faut qu'ils utilisent cet argent, ce qu'ils veulent faire avec ça, pour soutenir le développement. Actuellement, la Banque centrale africaine, l'Ouest central, ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse à la stabilité monétaire, dont le taux d'inflation est très bas, ce qui est fou dans la réalité. Regardez bien les prix chaque fois que vous allez en vacances, le panier de la ménagère, ça chute. Et la deuxième, donc les statistiques ne sont pas tout à fait exactes, et la deuxième chose qui se passe, c'est que fondamentalement, l'inversion entre ce qu'on achète à l'Europe et ce qu'on achète en Chine se transforme. Si au départ c'était plus l'agriculture, les matières premières, etc., les Chinois ont vu la critique, ils sont en train de rentrer dans l'industrie. Vous allez en Éthiopie aujourd'hui, c'est quasiment une capacité productive. Ils ont même une zone franc, il n'y a que des Chinois dedans. Textile, etc. Les produits que vous connaissez, Yes, et tout ça, de chaussures qui coûtent 100 €, ici, ils sont fabriqués à 4 €. Et le type, il est payé 2 € par mois. Vous voyez aussi ce que ça veut dire, ceux qui sont devenus en guillemets indépendants, les Français. Donc, je ne défendrai pas ou je ne mettrai pas en cause. J'ai toute une présentation dessus. Vous m'invitez, vous payez, vous aurez 5 jours, 4 ans. Mais ces gestes mondiaux, c'est plus complexe, cette histoire de parce que les relations entre la France et l'Afrique, elle est devenue très dense, elle n'est pas évidente. Lisez le dernier rapport des sénateurs français qui va sortir ces temps-ci, qui est même déjà sorti. L'Afrique est notre avenir. Vous vous rendez compte? Voilà, il est sorti, voilà, la confirme. L'Afrique est notre avenir. Bon, j'ai eu accès pour quelques commentaires. Notre avenir. Alors, si le sénateur français dit que c'est l'Afrique et son avenir, alors l'Africain, il dit quoi là-dessus? Je me rappelle là, monsieur Moulin.